Bonjour et merci de votre fidélité à Lever de Rideau, une nouvelle émission. En ce début d'année, 1er janvier, nous devons, et nous le faisons avec grand plaisir, de vous souhaiter la meilleure des années possibles. Je ne vais pas dire les choses autrement parce que c'est compliqué vu ce que nous avons vécu. Jean-Michel Guillon, merci d'être avec nous. À vous aussi, on dit bonne année. Oui, et excellente année à vous aussi. J'espère qu'elle sera encore meilleure que 2020. Exactement. C'est un lieu magique, c'est un lieu que vous connaissez et vous êtes venu sur cette scène il n'y a pas très longtemps pour faire la photo officielle d'une équipe qui maintenant est la vôtre. On va revenir sur ces nouvelles fonctions, celle de président de l'ASM. Pourquoi avoir fait le choix que les joueurs viennent ici, avec le staff bien sûr? C'était un clin d'œil. Je sais qu'Éric de Cromière avait beaucoup œuvré pour rapprocher le sport et la culture pendant ces quelques années qu'il a passées à la tête de l'ASM. Et l'opéra est dans toute sa splendeur depuis quelques mois maintenant, et c'était une façon de rendre hommage aussi à l'opéra de Clermont et à la ville. On voit la photo, elle est magnifique. Une anecdote peut-être sur la réalisation de la photo, non? Tout s'est bien passé? Non, mais tout s'est bien passé. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que certains joueurs sont revenus vers moi et m'ont dit « c'est la première fois que nous sommes à l'opéra ». Et je leur ai dit « j'espère que ce n'est pas la dernière ». Jean-Michel Guillon nous fait l'honneur, l'amitié, j'ai envie de dire ainsi, d'être dans ce programme Lever de Rideau. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes donc, je l'ai dit, tout le monde le sait, le nouveau président de cette magnifique équipe de rugby et cette locomotive de l'Auvergne, au-delà du sport d'ailleurs, qui est l'ASM Clermont-Auvergne. Et vous êtes aussi un ancien, toujours, je ne sais plus ce qu'on doit dire là, cadre dirigeant du groupe Michelin. Je voudrais qu'on parle de votre carrière chez Michelin en trois phases ou trois manières pour moi d'observer aussi votre carrière. D'abord votre arrivée, ensuite les années expat et puis la direction du personnel. Alors, votre arrivée chez Michelin, c'est un choix ou c'est un concours de circonstances? Alors, je ne dirais pas que c'est un choix pour l'entreprise elle-même, mais à l'époque, Michelin était une des sociétés en France qui ouvrait les jeunes vers l'étranger. Et quand j'ai commencé ma carrière chez Michelin, j'avais l'assurance assez rapidement de pouvoir partir à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui vous plaisait? C'est ce qui m'a motivé à rentrer dans la grande maison, comme on dit chez nous. Et au-delà de ça, c'est vrai que, initialement, je ne pensais pas rentrer dans le pneumatique. Puis ensuite, petit à petit, j'ai découvert l'entreprise, on s'y attache, et j'y suis resté toute ma carrière. Alors, beaucoup d'années en tant qu'expat, c'est comme ça que l'on dit chez Michelin, c'est-à-dire en Suède, où vous avez fait une belle rencontre, je crois. Oui, mon épouse. En Suède, au Brésil, en Allemagne. Il y a des similitudes sur ces pays quand on dirige des équipes? Oui, alors d'abord, je voudrais juste revenir un peu en arrière sur mon démarrage chez Michelin. Parce que le point clé qui a changé, c'est que je sortais d'école de commerce. Mes camarades étaient tous voyageants de par le monde. Et moi, j'étais sous les camions, à la découverte du pneumatique et aussi de l'entreprise. Et je pense que ces années-là sont peut-être plus formatrices que celles que j'ai connues en expatriation derrière, et je répondrai à votre question, parce qu'on apprend à commencer chez Michelin, à la base, la discipline. Ça, c'est ce que François Michelin voulait. C'est ce que François Michelin voulait. Lui-même l'a voulu pour son fils. Oui, mais j'ai utilisé aussi ces années-là dans mon management par la suite, parce que quand on est manager d'équipe, et d'équipe importante, le fait de pouvoir dire « j'ai fait ce que vous êtes en train de faire et je suis passé par là », vous donne une crédibilité et une légitimité extraordinaires. Les similitudes entre la Suède, le Brésil, l'Allemagne, quand on dirige des équipes? Mais les similitudes, il n'y a pas de similitude entre ces différents pays. Le point clé pour vous, c'est de pouvoir vous adapter à ces différentes cultures, ces différentes formes de management. Et je pense que c'est une richesse extraordinaire aussi que j'ai pu vivre grâce à Michelin, de découvrir ces pays-là. Et c'est vrai qu'entre le Brésil et la Suède, au-delà du climat, vous avez des comportements
qui sont complètement différents, vous avez des employés qui réagissent différemment, et à chaque fois, votre défi, c'est de pouvoir vous adapter à la culture et ne pas partir du principe que ce sont les autres qui doivent s'adapter à vous. Alors pour aller plus loin, parce que ça c'est aussi une question que je voulais vous poser, pour aller plus loin par rapport à ce que vous dites à l'instant, Jean-Michel Guillon, comment peut-on donner vraiment de soi à un territoire ou à une culture locale alors que l'on sait pertinemment que l'on est là et que notre ancrage ne sera que temporaire? Mais je pense que d'abord, il faut bien comprendre, et c'est ce que vous faites quand vous managez, que la richesse, elle vient des deux côtés. Et la première chose que vous faites quand vous arrivez dans un pays, c'est d'abord accepter que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas la culture des autres. Vous acceptez la découverte. Et il y a une certaine dose d'humilité que vous devez développer. Et ensuite, par rapport à l'expérience que vous avez glanée dans d'autres pays, à travers votre éducation, c'est de savoir à quel moment vous allez pouvoir instiller ces éléments qui vont permettre aux autres de progresser. Et cette approche-là, elle est intéressante parce qu'elle vous amène d'un côté à de l'humilité, mais d'un autre côté à de la responsabilité, parce que si vous n'apportez pas de la valeur aux autres, vous n'avez pas besoin d'expatrier chez Michelin. Donc en fait, quand vous prenez à chaque fois en tant qu'expatrié, quand vous prenez l'avion de départ vers un autre horizon, on n'a pas trop le cœur gros parce qu'on se dit on va découvrir autre chose. On va découvrir autre chose, on va découvrir des richesses et surtout, on ne veut pas arriver avec des certitudes. Je pense que bon nombre des problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont liés au fait que chacun s'enferme dans ses certitudes. Le fait de s'ouvrir au monde vous remet en cause et vous amène à vous dire quelle est la valeur que j'apporte aux autres. Il y a un coup dur qui vous a marqué en Suède, au Brésil, en Allemagne? Non, mais il y a toujours les coups durs. Il y a des difficultés. On parle de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays très dur commercialement. Et quand vous arrivez et que vous n'avez pas, en tant que directeur commercial, c'était ma fonction à l'époque, et que vous n'avez pas toute l'expérience voulue, parce que on vous le fait remarquer. Et on vous le fait remarquer et on vous met la pression. Et ces éléments-là, ça forme. Mais je pense qu'accepter aussi ces défis, c'est un point clé. 2008, et ça sera la troisième partie de ma question, virage, 180 degrés, on vous propose, le groupe vous propose de prendre la direction du personnel et vous allez avoir sous votre responsabilité plus de 110 000 collaborateurs et collaboratrices, tous métiers confondus. Comment vous apprenez la nouvelle ? Michel Rollier me passe un coup de fil. Je suis à l'époque aux États-Unis parce que j'ai passé 11 années aux États-Unis et me dit voilà, Jean-Michel, on s'était vu quelques semaines auparavant, on a réfléchi avec les gérants. Il y avait à l'époque 2 autres gérants et nous pensons vous confier la responsabilité ou la direction du personnel. C'est subtil quand même comme propos. Nous pensons vous confier. Et voilà. Mais quand il dit ça, il me laisse aussi une porte de sortie. Et c'est aussi une façon de manager. En tout cas, de choix. Le choix est à vous. Et il me dit, réfléchissez-y, parce que la fonction est importante. C'est un choix professionnel, mais c'est aussi un choix de vie. Parlez-en à votre épouse et puis revenez vers moi. Et à travers cette proposition, je pense que vous avez une partie de ce qu'est le management chez Michelin. Alors, il vous laisse entendre un certain nombre de choses. C'est étrange ce que j'ai dans la tête à cet instant. Je vous le livre, je le livre aux téléspectateurs. Jean-Dominique Sénard m'a dit à peu près la même chose sur la manière dont Édouard Michelin lui a proposé de venir à ses côtés à l'époque. Il était en Tanzanie, Jean-Dominique Sénard, avec son épouse pour un voyage. Et voilà, il reçoit un coup de téléphone. Et là, dans le coup de téléphone, il a déjà un petit peu le sens de sa mission. C'est très Michelin, alors. Je dis pas que c'est... Bon, je l'ai vécu chez Michelin, mais je pense que ça fait partie aussi de ces valeurs de respect de l'autre. On n'est pas là pour imposer, on est là pour construire ensemble, et quand on construit ensemble, on propose. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui après réflexion avec votre épouse ?
Non, mais j'avais déjà... Merci pour votre sincérité. J'avais déjà cette volonté. Vous savez que quand on travaille chez Michelin, régulièrement, on ouvre des portes. Et on m'avait déjà, j'étais dans l'opérationnel, j'étais dans le business, et on m'avait déjà dit un jour, il faudra revenir vers des fonctions moins opérationnelles. Quelles sont les fonctions qui vous intéressent? Et cette fonction de ressources humaines, chez nous, nous n'aimons pas le terme ressources humaines, on préfère les personnes, m'intéressait parce que c'était une partie aussi de mon job dans l'opérationnel, le contact avec les personnes, le développement des personnes. Alors, responsable du personnel, 110 000 salariés, comment ne passe-t-on pas son temps à être un enchaîneur entre guillemets, de réunions, de meetings, de grandes conférences avec les dirigeants? Et comment conserve-t-on le contact avec le personnel qui peut-être même ne connaît même pas votre visage? Oui, mais c'est une chose que j'ai vécue ou que j'avais vécue tout au long de ma carrière. Et j'ai insisté au début de notre entretien sur le démarrage sous les camions en tant que account manager. À l'époque, on disait voyageur Michelin. Quand on a commencé à la base, on est toujours attiré par ceux qui travaillent directement sur le terrain. Parce que on vient de là. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que directeur du personnel, je voyageais 2 semaines tous les mois. Et j'étais dans les usines ou sur les opérations commerciales. Mais pour faire quoi? Pour aller voir un peu ce qui se passait, comprendre, écouter? Écouter, voir, connaître les problèmes que rencontraient chacune des personnes dans leur pays, à la fois les opérationnels, mais aussi les personnes qui étaient en charge de la fonction personnelle dans ces pays-là. Et vous êtes là à l'écoute, mais vous êtes là aussi pour donner un certain nombre de directions, de caps. Et cette écoute et ces orientations, c'est en fait le job de directeur de personnel chez Michelin. En 2018, vous avez été sacré directeur des ressources humaines, enfin vous avez eu le trophée, pardon, du directeur des ressources humaines par le Figaro Économie. Et un an plus tôt, en 2017, Florent Menegaux vous confie la direction déléguée, pour faire simple, de l'entreprise. C'est quoi être en fait le directeur délégué quand on sait que le président incarne par définition une entreprise, notamment chez Michelin? Oui, alors c'était pas Florent directement, à l'époque c'était Jean-Dominique qui s'appuyait sur 2 directeurs, à la fois Florent qui était sur les opérations, et puis moi-même. En fait, cette fonction de directeur était importante parce que pour Jean-Dominique, le message était clair. J'ai avec moi un responsable des opérations, et puis j'ai qui est en charge aussi de la stratégie, et puis j'ai une deuxième jambe chez Michelin, ce sont les personnes. Et à l'époque, j'étais directeur du personnel, donc cette fonction-là, je l'incarnais en tant que directeur du personnel, et je l'ai incarné en tant que 2e directeur aux côtés de Jean-Dominique Senard. Plus près de nous dans le calendrier, l'été 2020, vous devenez malgré vous, à ce moment-là de votre histoire et de l'histoire du club, le nouveau président de l'ASM, Clermont-Auvergne, puisque le président de Cromière décède. On pense aussi à son épouse à cet instant, et moi-même j'avais reçu dans un entretien très intimiste Éric de Cromière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé vers le rugby à un moment donné? Puisque avant 2020, vous entrez au conseil d'administration, je crois, du club. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours aimé le rugby. Alors, je suis d'une certaine génération, et pour moi, le rugby, c'était la télévision au départ, Roger Coudert. C'était aussi à l'école les parties de rugby. J'étais plus orienté sur la natation et le volleyball en pratiquant régulier, mais je pratiquais aussi le rugby. Et quand je suis revenu à Clermont-Ferrand, on ne peut pas, à Clermont-Ferrand, vivre sans le rugby. Donc la première chose que j'ai faite avant de rechercher même un appartement, c'était de demander ma place d'abonné à l'ASM. Et à l'époque, c'était un défi.
parce qu'on n'avait pas sa place d'abonné comme cela. Donc, pendant de 2008 à 2020, j'ai été un abonné fidèle du Michelin. Presque incognito, en fait. Ben, incognito, parce que quand on aime, on n'est pas là pour être dans la lumière, et j'étais là, Donc vivais vous avez senti le rugby de l'intérieur. de l'intérieur. En tout cas de Suite Clermont. Et Suite Clermont, particulièrement, parce que, en fait, le rugby à Clermont, c'est pas le sport, ou pas uniquement le sport. C'est cette enceinte qui trépigne, qui vibre aux exploits de ces joueurs. Et quand on voit des personnes âgées, moins des jeunes, des gens de toutes conditions réunis au travers du sport, vous vous dites que là, Clermont a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir avoir toutes les 15 jours, ces gens qui entrent en communion ensemble. Jean-Michel Guillon, nous sommes le 1er janvier, on va donc partir du principe que cette année va être une belle année pour tout le monde et pour les clubs aussi, et qu'on va arrêter les matchs à huis clos, quel que soit le sport et quelle que soit la discipline. Je ne vais pas vous demander vos ambitions sportives pour l'ASM. On va rester sur cette notion de passion. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce club ? Ben, premièrement, la performance, elle est importante. Parce qu'on s'aperçoit, au fil des années qu'on a passées ensemble, que si vous n'êtes pas, ou si vous n'avez pas une ambition de performance dans la durée, vous n'arrivez pas à entraîner avec vous. Donc, je mets dans l'ambition tout de suite la performance, parce que pour moi, elle est clé. Ensuite, ce que j'ai envie de faire de ce club, c'est de l'inscrire aussi dans son histoire et dans la continuité. Parce que pour moi, l'avantage que nous avons à Clermont par rapport à d'autres clubs, c'est que nous avons un club de rugby, une équipe, mais aussi une équipe qui appartient à un club qui est plus grande que cette équipe, le club de l'ASM Omnisport. Et historiquement, ce qui a fait la force de ce club, c'est la formation. Et cette formation, elle était directement proposée par l'ASM Omnisport à l'ensemble de son équipe professionnelle. 50% de notre équipe professionnelle aujourd'hui, elle est issue du centre de formation de l'ASM Omnisport. Ben, arriver à continuer à pousser, à développer cette formation pour retrouver les racines véritables du club de 1911 de Marcel Michelin, c'est aussi une ambition. On sent la passion, là, qui vous anime. Là, c'est une passion, mais je vais au-delà. Je faisais tout à l'heure allusion à ce que je ressentais en tant qu'abonné dans l'enceinte du Michelin. Aujourd'hui, pour moi, l'ASM, c'est une équipe professionnelle, c'est un club et c'est aussi un territoire. On ne retrouve pas ces trois éléments partout en France aujourd'hui. C'est ce qui fait notre différence et c'est ce qui fait aussi notre force. Une dernière question, qu'est-ce qui fera que vous serez un président particulier parce que vous avez cette expérience chez Michelin ? Je pense que parfois, on dit la dimension humaine est importante chez Michelin. Mais je pense que ce qui peut faire la différence, c'est qu'à travers cette dimension humaine, il y a deux choses. Il y a le développement des personnes et le développement des équipes. Si demain, à travers le développement de l'équipe, l'ASM continue à gagner des titres, et en particulier le titre européen, on aura marqué de notre empreinte l'histoire. Mais ce qui m'importe peut-être encore plus, c'est qu'à travers cette expérience-là, les hommes qui composent cette équipe auront été développés, auront mûri et se seront préparés aussi pour l'après-rugby. Parce que au-delà des titres, au-delà du rêve, c'est qu'est-ce que nous faisons des joueurs que nous accueillons, que nous formons pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et quand on en arrive là, le parallèle avec l'entreprise qui m'a fait grandir, Michelin, est tout trouvé.
Jean-Michel Guillon, merci. Allez, la dernière question que je pose, elle est surprenante, que je pose à tous mes invités. Vous êtes sur la scène de l'opéra. Imaginons là que derrière vous, ce soir, il y ait vos amis, les gens que vous aimez, les gens que vous connaissez. Vous avez envie de leur dire quoi? Merci. Quand je dis merci, c'est que on se nourrit de ceux qui nous entourent. Et quand je regarde ceux qui sont derrière moi, il y a d'abord ma famille. Je n'aurais pas fait la carrière que j'ai réalisée sans le soutien de ma famille. Il y a les personnes dans ma deuxième famille, qui est Michelin, qui m'ont aidé à grandir. Et puis, il y a tous ceux que je rencontre, qui m'interpellent, qui me challenge. On a été challengé pendant l'année 2020 parce qu'à un certain moment, on n'avait pas, sur le plan de l'ASM, les résultats qui étaient voulus. Mais tout cela, en interagissant avec vous, ils vous font grandir. Donc, merci. Et c'est moi maintenant qui vous dis merci, monsieur, d'avoir été notre invité dans ce premier lever de rideau de cette nouvelle année. À très vite.